J'ai coupé mon micro, j'ai déjà fait une françonnade, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'avais pas vu que mon micro était coupé. Heureusement que je suis là. Hein. Donc, oui, heureusement que tu es là, c'est vrai, ma chérie. Et donc, merci à vous d'être là, bienvenue, et au grand plaisir de démarrer avec vous cette Alliance Echo numéro 42 en trombe. Alors, je vais couper d'abord ici, d'accord? Voilà, pour vous dire que tout va bien. Je dois faire échapper ici. Voilà, de façon à pouvoir arriver à ce que je souhaite. C'est ceci. Alors, je vais vous présenter comme tonton, comme Antoine hier. Je vais vous présenter une petite vidéo de 2 minutes, je crois même pas, Une minute. une minute quelque chose, pour vous annoncer quand même un événement auquel Claudie et moi avons participé et qui nous tient énormément à cœur. Et Claudie fera après cela un petit commentaire. Voilà, sans plus attendre, je coupe ma vidéo et, et je vous laisse avec... Voilà, c'est à toi. C'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Il y a bien longtemps que vous ne m'avez... voilà, que j'ai eu l'occasion d'être avec vous. Donc, sachez qu'à la rentrée, je reprends ma petite présentation de livres de lecture passionnants. Et je voulais vous dire quelques mots au sujet de Souffrance, enfin, un petit peu l'histoire de ce documentaire auquel nous avons participé un tout petit peu, François et moi. Donc en fait, les réalisateurs, les producteurs, réalisateurs, donc Jean-François et Monia Cyrana, qui sont vraiment des amis de l'Alliance humaine, qui sont des gens que l'on connaît bien et vraiment des amis de l'Alliance humaine, qui suivent Antoine régulièrement, eh bien, sont nouveaux dans le cinéma. Et donc, leurs premiers documentaires ont été un vrai succès. Et une télévision leur a demandé de faire une série de paranormal qui existe aux États-Unis, mais qui n'existe absolument pas en français, dans la langue française, et vraiment production franco-française. Et donc, au départ, Jean-François avait du mal à y croire. Mais bref, il s'est lancé dans un premier épisode de paranormal. En l'occurrence, il a rencontré des prêtres exorcistes. Et il a donc construit son premier documentaire. Ce premier documentaire a été présenté au milieu professionnel de l'audiovisuel, à la distribution. Et en fait, le retour qu'il a eu, c'était absolument stupéfiant. Ils lui ont dit, ton documentaire est extraordinaire, on n'en a pas assez, c'est pas assez long, il faut que tu prolonges, que tu ailles plus au fond des choses et en faire un long métrage. Et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est un documentaire où il n'y a pas de voyeurisme, où on est dans la réalité, où c'est la toute première fois que l'exorcisme est filmé. Il faut savoir aussi que ce long métrage a été présenté au festival donc à la sélection du festival de Cannes. Bon, il y a énormément de films qui sont présentés en sélection, presque 3000. Donc il n'a pas été sélectionné. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'avant-première à Cannes a été un tel succès
que ça a mis en alerte la distribution en France et aujourd'hui, ça démarre en salle et pour le public averti en tout premier. Donc, vous allez trouver tous les renseignements sur le site de l'Alliance Évasion. Voilà, si tu veux bien. Donc, on y est sur le site de l'Alliance Évasion, donc Souffrance et Délivrance, donc dans l'onglet événements. Voilà, dans l'onglet événements. Donc, vous avez le film. Donc, vous descendez. Non, tu descends. Voilà, voilà. Vous descendez. Vous avez le lien. Attends, vous avez le lien du. Je vais mettre ma souris dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous avez le lien du site de la production avec, dedans, vous allez trouver les salles et les dates. Et quand vous cliquez sur, par exemple, Arcachon qui aura lieu le 22, donc le 22, nous sommes le 20, donc dans 2 jours, ou demain, Langon, ou Langon peut-être, je ne connais pas cette ville, vous cliquez sur cette ligne et vous avez directement vous tombez sur la page pour réserver votre place. Voilà, un prix tout à fait démocratique et vous aurez la chance de rencontrer les producteurs, donc Jean-François et Monia. Donc vraiment, vous serez en contact. Il y aura un débat après le documentaire qui a vraiment pour but, qui fait vraiment passer un message que la souffrance psychique, eh bien, peut être guérie, oui, et c'est quelque chose de très prenant et présent aujourd'hui dans le monde actuel. Et donc, il y a des solutions. Voilà. Donc, ce sera un débat extrêmement intéressant. Alors, suite aux premières diffusions, à Cannes, enfin, dans le sud, je n'ai pas Cannes et Bergerac aujourd'hui. Et hier, Bergerac, eh bien, Jean-François et Monia ont reçu énormément de demandes. Donc là, je m'adresse aux gens qui ont cherché à en savoir plus au niveau des salles. Il y a eu énormément de demandes qui ont été faites. Alors sachez qu'il faut tout simplement surveiller le site du film ou Alliance Évasion, où vous aurez toutes les dates dans la France entière, le Nord, la Somme, partout. Il y aura des dates. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je vous remercie et je vous remercie de tout cœur de les soutenir parce que ce sont des gens formidables. Et puis bon, je passe quelques secondes par-ci par-là. Alors voilà, je suis très fière, vous comprenez. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de François. Je vous dis à très bientôt à la rentrée avec mes livres. Merci ma chérie. Alors. Bien. Alors, on va tout de suite se mettre dans le bain, si vous voulez, bien, avec Alliance Éco 42, qui n'a strictement rien à voir, évidemment, avec l'exorcisme. Mais je confirme ce qu'a dit Claudie, c'est vraiment vu la réalisation, enfin, nous avons vu la réalisation, nous avons vu 2 fois la projection. Et ça a été vraiment époustouflant. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à... J'espère que vous m'entendez parce que ce casque-ci n'est pas toujours bon. Je vais aller voir dans les commentaires si le son est toujours OK. Alors, les commentaires, s'il vous plaît, ça vient. Est-ce que le son passe correctement ? Est-ce que le son passe correctement ? Le son de vidéo nul. Oui, il y a du son. Bon, ok, parfait, impeccable. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, nous allons parler de quelque chose de très très important qui est en train, je crois, très honnêtement, de se préparer. Et de qu'est-ce qui est en train de se préparer? Eh bien, c'est comment les États-Unis pourraient garder la haute main sur la réserve mondiale de valeur, puisque je vous rappelle que juste depuis 1971, même depuis 1944, pardon, le dollar est
est devenue la monnaie de réserve internationale, la monnaie du commerce international, la monnaie dans laquelle tous les pays investissent pour pouvoir payer leur déficit ou leur commerce extérieur. Et donc, de cette façon-là, il faut que les États-Unis ont véritablement eu la haute main sur le monde, c'est ce que certains ont appelé les privilèges exorbitants des États-Unis. Mais ce privilège est en train de voler en éclats à cause, d'une part, de l'État profond qui a foutu un bordel monumental et on est en train d'en sortir, mais surtout parce que ce privilège exorbitant a fait que les États-Unis sont rentrés dans un système de création de monnaie complètement délirant et donc ont une dette, mais hallucinante, mais quelque chose de pas possible. Pour vous donner quelques chiffres, la dette fédérale, c'est-à-dire la dette de l'État fédéral, donc de Washington, si je puis dire comme ça, c'est 37 000 milliards de dollars. Donc c'est hallucinant, c'est 10 fois la dette de la France. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'ils ont une dette hors bilan aussi. Et qu'est-ce que c'est qu'une dette hors bilan? Eh bien, c'est l'État fédéral a garanti le remboursement de la dette et le paiement des intérêts des dettes sur énormément de parastataux, d'États américains, comme l'État du Texas, l'État de Californie, etc., etc. Et donc, ce sont des dettes qui ne sont pas inscrites réellement dans la comptabilité de l'État fédéral, mais qui sont garanties par l'État, par l'État fédéral, et ça représente 100 000 milliards, donc 100 trilliards de dollars, que vous ajoutez aux 37 trilliards précédents, ça fait dire qu'une dette de 137 trilliards de dollars, ça défie l'imagination. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt de la dette a augmenté de façon épouvantable parce que justement, comme tout le monde se méfie du dollar et que le dollar a été utilisé comme arme stratégique contre la Russie, par exemple, mais aussi comme contre d'autres pays, eh bien, automatiquement, les États-Unis, le dollar, pardon, est devenu une monnaie dont on se méfie parce que les Américains peuvent couper les vivres d'un pays ou d'un autre si ce pays ne leur revient pas. Donc ça veut dire que les gens disent, allez, bon, si c'est comme ça, on va surtout pas trop faire de commerce en dollars et pas garder des dollars en réserve, ou de moins en moins. Il faut savoir que, je répète là ce que j'ai déjà dit de nombreuses fois, que le dollar représentait à peu près 80% des réserves de valeur de tous les pays du monde. Aujourd'hui, ils sont descendus à 52 ou 51%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une sérieuse chute et ça continue à chuter. Et ce qui veut dire que les gens ou les États se méfient ou se défient du dollar. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les États-Unis ont de plus en plus de mal à placer leurs dettes et doivent payer des intérêts de plus en plus importants, d'une part à cause de leur inflation et d'autre part à cause de cette méfiance, avant que des gens ou que des États ne veulent investir dans des bons du Trésor américains. Donc le taux moyen d'intérêt de la dette américaine est passé en quelques années de presque 0 à 3,4% en moyenne. 25% de la dette américaine a été renouvelée entre juillet et août 2025 à des taux supérieurs à 4,5%. Il y a encore exactement un autre 25 voire 30% qui vont devoir être renouvelés d'ici à mars de l'année prochaine à des taux de plus en plus élevés, ce qui veut dire que Donald Trump se fait un sang d'encre parce que les États-Unis doivent payer des milliards et des milliards de dollars en intérêts, c'est-à-dire en pure perte. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement 1200 milliards d'intérêts annuels que les contribuables américains vont devoir payer à tous leurs créanciers, parce que je rappelle que un billet de banque, c'est une créance que vous avez sur l'État américain. Bon. En plus, les revenus fédéraux annuels sont de plus ou moins 5 000 milliards de dollars, mais l'État américain dépense à peu près le double, 9 500 milliards. Ça veut dire que le déficit annuel est de 4 500 milliards qu'il faut évidemment financer d'une façon ou d'une autre, ce qui veut dire que l'augmentation de la dette US
est aujourd'hui pratiquement 2000 milliards, plus ou moins 2000 milliards, voire jusqu'à 4500 milliards de plus. C'est absolument colossal. Et donc, il y a un énorme problème qui est d'ailleurs un des gros soucis de Donald Trump dans la gestion de son pays. Alors, la question devient donc évidemment, ici je vais citer un certain nombre de faits qui sont peut-être complètement décorrélés l'un de l'autre, mais que je mets l'un en lien avec les autres pour essayer de tracer comment dirais-je, une toile, d'accord? Le fond de la toile, c'est ce que j'ai présenté ici, c'est la dette US, ça c'est le fond de la toile, mais il se passe un certain nombre de choses. La première chose qui se passe, c'est que Washington, tout d'un coup, se remplit de soldats, d'accord, 800 soldats de la garde nationale déployés à Washington, mais il y a beaucoup plus que ça, puisque beaucoup d'États américains envoient des gardes nationaux à Washington pour prêter main forte à leurs collègues, la police est sur les dents, etc. Pourquoi est-ce que tout ça a été fait? Officiellement, parce que M. Donald Trump a dit que Washington était une ville qui était aujourd'hui d'une très grande insécurité et qu'il fallait absolument combattre la criminalité. Je suis sincèrement désolé, mais pour combattre la criminalité, il suffit de donner aux forces de police des ordres de tirer à vue ou de battre comme plâtre ceux qu'ils rencontrent, éventuellement d'envoyer un peu plus de policiers, mais de là à envoyer des milliers de soldats, c'est quand même un peu fort. Donc, pour moi, cette explication donnée par Donald Trump est évidemment complètement, pour moi en tout cas, elle n'est pas crédible, c'est disproportionné ce qui s'en va pour combattre la criminalité à Washington. Mais par contre, vous savez comme moi que Washington est le district de Columbia, comme on dit, hein, Washington District of Columbia, est une ville qui est complètement en dehors des territoires États-Unis. Washington ne fait pas partie officiellement des USA, c'est une entité complètement privée, au même titre que le Vatican et la Cité de Londres. Or, le Vatican et la Cité de Londres ont déjà rendu grâce, ont rendu les armes. Le dernier bastion de l'État profond, c'est la ville de Washington. Et donc, pour moi, évidemment, s'il y a tellement de soldats à Washington, c'est pour une toute autre raison. Oui, c'est vrai qu'on peut combattre l'insécurité, mais c'est probablement pour faire des centaines et des centaines d'arrestations de gens qui sont des chevilles ouvrières de l'État profond et de récupérer Washington comme territoire américain et non pas comme territoire étranger à l'Amérique. Donc ça c'est mon hypothèse à moi, mais je crois que c'est assez partagé par pas mal de gens. Et donc, une dernière chose qu'il faut mettre en lumière aussi, vous savez, j'ai déjà fait une présentation à ce sujet, c'est la guéguerre entre Donald Trump, qui est le président des États-Unis, et Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, de la Federal Reserve. Je rappelle que la Federal Reserve est la seule banque au monde qui n'appartient absolument pas au pays qui est l'hôte de cette banque. D'accord? En France, il y a une banque de France qui appartient à la France. En Belgique, il y a une banque nationale de Belgique qui appartient à la Belgique. Mais la Fed n'appartient à rien, à personne sauf à Rothschild. Et donc, cette banque, malgré tout, a le droit, depuis 1913, de battre monnaie pour les États-Unis et d'être la source des dollars et contrôle de ce fait les finances de toute la société américaine, ce qui commence à sérieusement nous pomper l'air, et particulièrement pomper l'air de Donald Trump, qui veut en faire des miettes. Et donc, on sait que Trump veut la fin de la fête, mais comment va-t-il le faire légalement, ou va-t-il le faire, je ne sais pas. Illégalement, je ne sais pas, mais est-ce qu'il va légiférer à ce niveau-là? Je n'en sais rien. Mais si vous prenez en même temps une dette américaine phénoménale et pratiquement impossible à payer, deuxièmement, une banque qui ne veut pas jouer le jeu, troisièmement, une banque qui est située dans un État qui n'est pas un État américain, qui s'appelle Washington, D.C., District of Columbia, on commence à se poser des questions de savoir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche?
ou cachalot sous gravillon, comme disait mon fils, parce que c'est quand même très, très, très étrange que tout ça, ça se passe en même temps. Alors, effectivement, si on reprend la dette américaine et que je vous présente maintenant un graphique qui est, vous voyez, en 2025, vous voyez la ligne qui est là, la ligne pointillée qui est 2025, mais les projections, si rien ne change, si tout reste structurellement et légalement comme c'est maintenant, eh bien, les progressions de la dette américaine, c'est qu'on va droit vers 180% du PIB, soit plus que 47 milliards, 1000 milliards de dollars de dette. Donc un truc complètement dingue, infinançable, non finançable, sauf si les États-Unis font du 5, du 6 ou du 7% de progression de chaque année, de croissance, donc chaque année, ce qui est complètement impensable dans le taux d'inflation qu'on a aujourd'hui et avec encore pas mal d'états profonds ou de systèmes d'états profonds qui contrecarrent tout ça pour justement garder les gens dans la dette et de nous rendre esclaves de leur système. Donc, la question, c'est comment les USA pourraient-ils s'en sortir financièrement dans ce cadre que je viens de tracer? Alors, il y a trois solutions possibles. Je vais les énumérer les unes derrière les autres et les commenter. La première solution, donc oui, évidemment, quand il y a une dette gigantesque comme ça, ben, évidemment, ça crée une énorme augmentation de l'inflation, ce qui veut dire que le dollar se dévalorise de plus en plus par rapport aux autres monnaies, et c'est déjà le cas maintenant. Regardez le prix du carburant à la pompe, eh bien, vous avez remarqué que depuis quelques mois, eh bien, c'est assez curieux, on est passé de 2,2 euros le litre d'essence à 1 ou 2 peut-être, ou 1,80 je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas dans les pompes que je fréquente, et ça fait quand même une sacrée différence, et tout ça est dû exclusivement au fait que la valeur du dollar comparée à la valeur de l'euro, eh bien, a diminué. Donc ça veut dire que l'euro est devenu proportionnellement plus cher que le dollar. Alors une façon de dire au monde, désolé, je peux plus payer, je fais défaut sur ma dette, je peux même plus payer les intérêts. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé au Liban, c'est ce qui s'est passé à Chypre, et vous avez vu les conséquences désastreuses pour ces pays, puisque le Fonds monétaire international est intervenu avec des mesures absolument drastiques qui ont mis la moitié de la population dans la pauvreté. Et vous vous rendez bien compte que c'est absolument impensable que les États-Unis fassent défaut sur les intérêts de leur dette, parce que ça, c'est évidemment complètement donner la voie libre au yuan ou à d'autres monnaies pour devenir la monnaie de réserve du monde, et particulièrement à l'euro, ce que Trump ne veut absolument pas, bien évidemment. Vous avez bien vu la façon dont Trump a ridiculisé les Européens qui sont venus cette semaine-ci pour essayer de pouvoir participer aux pourparlers de paix en Ukraine. Donc faire défaut, c'est hors de question. Donc ça, c'est tout à fait première solution. Quand on éjecte, c'est même pas pensable par personne, il n'y a personne qui y croit. Deuxième solution, c'est d'évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire d'évaluer? D'évaluer, ça veut dire simplement que on va complètement réduire la valeur du dollar par rapport aux autres devises. D'accord? Imaginons qu'aujourd'hui, c'est juste un exemple, 1 dollar égale 1 euro. Eh bien, si le dollar dévalue de 50%, eh bien, tout d'un coup, 1 euro vaudra 2 dollars. Et voilà, au lieu de valoir 1 dollar, ça vaut 2 dollars. On devra payer 2 dollars pour 1 euro. La dévaluation est évidemment une catastrophe pour les Américains et probablement aussi pour le reste du monde. Pourquoi? Imaginez un simple instant que, le dollar dévalue 50%. C'est juste un exemple que je donne.
Qu'est-ce que ça va donner comme avantage aux États-Unis? Eh bien d'abord, évidemment, comme j'exporte des produits américains à 100 dollars, ben, je payerai, moi, si j'importe des biens américains, au lieu de devoir payer 100 euros contre 100 dollars, tout d'un coup, je ne vais plus devoir payer que 50 euros contre 100 dollars, puisque le dollar a diminué de moitié de valeur. Donc, ça veut dire que les exportations américaines deviendront beaucoup moins chères pour ceux qui les importent. Et donc, ça va privilégier, si vous voulez, l'économie américaine au niveau de ces exportations. Ça va aussi, évidemment, réduire de 50% le déficit commercial, parce que tout d'un coup, le déficit commercial qui est, imaginons, de 1000 milliards, eh bien, ça sera toujours 1000 milliards de dollars, mais ces dollars ne vaudront plus que la moitié. Donc, relativement, c'est comme si on avait tout d'un coup récupéré la moitié du déficit commercial, rien qu'en dévaluant. Vous imaginez bien que ça ne fait pas plaisir aux créanciers, parce que si je détiens des dollars dans mon compte, en tant que privé, j'ai des dollars parce que j'ai l'intention de les retransformer en euros, eh bien, je vais plus toucher que la moitié des euros que j'avais la veille de la dévaluation. D'accord? Et je signale que la dévaluation, c'est simplement une décision politique qui est prise par un pays et qui, du jour au lendemain, fait que la monnaie vaut plus que la moitié. C'est une décision politique imposée au monde et à la population. Bien. Donc, réduction du déficit commercial, et ça permettrait de relancer l'économie US, puisque ceux-ci seront contraints à consommer beaucoup plus de produits locaux. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que leurs importations vont devenir 2 fois plus chères, exprimées en dollars. Donc, c'est certain. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est importé va augmenter l'inflation, puisque si j'importais pour 100 euros de marchandises aux États-Unis qui valaient donc 100 dollars dans mon exemple, ben, tout d'un coup, mon importation va devenir 200 dollars, puisque 100 euros seront devenus 2 fois plus chers que le dollar. Donc, ça veut dire que ça va créer une inflation énorme sur les prix, bien évidemment, au niveau des produits étrangers. Ça va évidemment créer pour les Américains une perte de pouvoir d'achat colossale du dollar, et chose qui est quand même très très importante, c'est une énorme perte de confiance dans le dollar en tant que monnaie crédible et en tant que réserve monétaire mondiale. Quelles seraient les conséquences d'une dévaluation pour le monde, pour le reste du monde? Ben, évidemment, c'est que tous les pays qui ont des réserves de liquidités en dollars, comme la Chine, le Japon, hein, par exemple, la Chine possède encore 874 milliards de dollars en bons du Trésor américain, qui tout d'un coup ne vaudront plus que la moitié si mon exemple est qu'une dévaluation de 50%. Le Japon, qui possède à peu près 1000 milliards de dollars, ben voilà, aussi, paf, c'est la moitié de leurs réserves qui foutent le camp. Et pour les pays émergents, qui eux sont tous obligés de commercer en dollars parce que leur monnaie ne vaut pas tripette, ça c'est la catastrophe absolue, parce que ça veut dire que c'est un appauvrissement tout simplement de pratiquement 50% de leurs exportations. Et donc, généralement, comme ces pays vivent de l'exportation parce qu'à l'intérieur, le pouvoir d'achat est ridicule, ben, c'est tout à fait évident que pour ces pays, c'est une absolue catastrophe. Bien. Donc, ça veut dire que la dédollarisation va s'accélérer, que la perte de confiance dans le dollar va devenir énorme, et donc c'est quand même très très important. Et évidemment, la question va se poser, s'il y a une grosse dévaluation, quelles seraient les autres monnaies qui vont servir de monnaie de réserve, ou va-t-on vers quelque chose qui est basé sur l'or, l'argent, le platine ou d'autres choses? Il y a plein de suggestions qui sont aujourd'hui faites, mais il y a une chose qui est tout à fait certaine, c'est que si le dollar dévalue, eh bien, ça va évidemment créer une hausse énorme du prix de l'or. Ça, c'est clair et net. Bon. Donc ça, c'est très rapidement dessiné la solution numéro 2, qui serait la dévaluation. Mais il y a aussi une troisième solution, et vers laquelle
de plus en plus de voix s'élèvent, et même des voix politiques très importantes, à savoir M. Scott Bessent, le ministre des Finances des États-Unis, qui commence à en parler, enfin qui ne commence pas, il en a déjà parlé dès l'intronisation de Trump, mais maintenant on en parle de plus en plus. Donc ça a l'air de commencer à se réaliser. À quelle vitesse et quand ça va se réaliser, je ne sais pas. Mais cette troisième solution, c'est quoi? Eh bien, c'est la réévaluation de l'or, mais en version violente, c'est-à-dire une augmentation du prix de l'or très, très, très violente. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Pardon. Alors, je continue. Hop. Effectivement, M. Scott Bessent, au début de son mandat avec M. Trump et dernièrement, je crois que c'était la semaine dernière, a ou redit cette phrase qui dit We plan to monetize the US balance sheet, ce qui veut dire nous prévoyons de monétiser le bilan américain. Qu'est-ce que ça veut dire que monétiser un bilan américain? Ben, c'est très simple. Un bilan, c'est quoi? C'est d'une part des actifs, des avoirs, et d'autre part des dettes, oui, des dettes, enfin des créances. Pardon, pas des créances. Il y a des créanciers qui veulent des choses de moi. Donc le passif, c'est ce que je dois, et l'actif, c'est ce que je possède. Bon, eh bien, il faut savoir que l'or américain, 8000 et des tonnes, c'est-à-dire 261 millions d'onces d'or fin, d'accord, sont encore dans la comptabilité américaine enregistrés au prix de 42,22 dollars. J'ai marqué euros, je suis désolé, c'est parce que c'est 42,22 dollars l'once, c'est-à-dire la valeur de l'or au moment où Nixon, le 15 août 1971, a abandonné la convertibilité du dollar en or. Et à partir de ce moment-là, eh bien, dans la comptabilité de l'État américain, l'or est resté au prix de 42,22 dollars jusqu'à aujourd'hui. Si on calcule ça, 261 millions d'onces à 42,22 dollars l'once, eh bien, ça représente 11 milliards de dollars. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a 11 milliards de dollars de monnaie américaine qui est la contrepartie, si vous voulez, des tonnes d'or que possèdent les États-Unis. Mais si on recalcule ces 261 millions d'onces au prix d'aujourd'hui, pour arrondir, j'ai mis 3400 dollars l'once, ça nous donne un total de 887,4 milliards de dollars. Ce qui permettrait aux États-Unis de créer 876,4 milliards de dollars supplémentaires sans, entre guillemets, augmenter la dette. Tout simplement en revalorisant l'euro. Vous allez me dire comment c'est possible qu'il n'y a pas de dette? Ben, tout simplement parce que une dette, c'est quelque chose que l'on doit sans avoir une contrepartie, tandis qu'ici, il y a une contrepartie, il y a l'or. D'accord? Voilà. Et donc, c'est pourquoi 876? Ben, parce que ça fait 887,4 moins 11, ça fait 876,4 milliards. Bon. Et donc, ça permettrait de payer plus ou moins les dettes de l'État américain sur un an. Vous vous souvenez que j'ai dit à un taux de 3,4% moyen, pardon, eh bien, la dette américaine génère des intérêts à payer donc de à peu près 1200 milliards. Donc on est encore à pratiquement 350 milliards de déficit ici avec ceci. Donc si simplement, pardon, si simplement les Américains, pardon, si le Trésor américain réévalue son or au prix d'aujourd'hui, ben, ils ont créé d'un coup magique 887,4 milliards de dollars. C'est pas mal. Bon. Alors, vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien, regardez comment c'est possible. Hop, voilà.
Vous vous souvenez, je vous ai déjà souvent fait ce dessin, hein, les actifs et les passifs et les revenus pardon, les recettes et les dépenses. Ici, on est simplement sur le bilan actif et passif. Donc, actif, c'est ce que possède l'Amérique, et passif, ce que doit l'Amérique. Mais je vous ai aussi dit que la Fed est une banque indépendante de l'État américain, mais qui a le pouvoir de créer de la monnaie. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est la seule banque au monde qui vit sous ce statut-là. Bon. Donc vous avez deux bilans à examiner. D'une part, le bilan de la Fed, dont vous voyez la photo ici, et d'autre part, le bilan du Trésor américain, qui est géré par le ministre des Finances, Scott Bessent. Ça, ici, c'est Monsieur Steve Powell, Jérôme Powell, donc à gauche, et à droite, c'est Monsieur Scott Bessent. Donc, si je prends la situation de 1971, qu'est-ce qui s'est passé en 1971? Eh bien, les États-Unis avaient 261 millions d'onces dans leur coffre. Cet or-là n'appartient pas à la Fed. Cet or appartient au ministre des Finances, donc aux États-Unis. C'est l'or des Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont émis un gold certificate, c'est-à-dire un certificat d'or qu'ils ont donné à la Fed. En contrepartie de ce certificat d'or, eh bien, la Fed leur a donné 11 milliards de cash. De cash, c'est-à-dire d'argent. Hein. Ils ont fait fonctionner la planche à billets. Mais cette planche à billets n'a pas fonctionné comme ça à vide. Elle a fonctionné parce qu'il y avait quelque chose en contrepartie, à savoir un certificat d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Trésor américain a dit, voilà, je vous donne en gage mon or et vous me donnez en contrepartie des dollars. Et donc, du côté actif, eh bien, il y a l'or du Trésor, et du côté passif, il y a 11 milliards de dollars reçus de la Fed et qu'ils vont devoir repayer à la Fed contre le certificat qu'ils ont donné si jamais ça se passe comme ça. Maintenant, on est en 2025, on a toujours les mêmes 61 millions d'onces d'or du côté du Trésor américain. On a toujours un certificat d'or qui serait renouvelé cette fois-ci, c'est-à-dire que ce qui va se passer techniquement, c'est que eh bien, les États-Unis vont réclamer leur certificat d'or et payer à la Fed 11 milliards de dollars, comme ça va annuler la chose. Et en contrepartie, eh bien, la Fed va recevoir maintenant un certificat d'or pour 260 millions d'onces, mais valorisé à 3 400 dollars l'once, qui va produire 877 milliards de cash. Et de cette façon-là, le Trésor américain reçoit 877 millions d'euros. Et ça ne fait pas augmenter la dette, parce que c'est pas une dette. Hein, c'est comme si je vous disais, je vous donne ma chaise et vous me donnez 50 euros. Quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de dette là. C'est une transaction tout à fait normale. Bon. Mais ça va évidemment augmenter sérieusement la masse monétaire, donc créer de l'inflation. Parce que cette masse monétaire, ben, ce sera quoi? Ce sera la différence entre 877 et 11 milliards, c'est-à-dire 887, pardon. Non, 867, ça veut dire qu'il y aura 866 milliards de cash en plus. Voilà. Donc, ça, c'est techniquement comment ça peut se passer. Alors, je reviens ici. Je vais maintenant introduire encore un autre paramètre qui est important, mais qui va jouer très certainement dans les décisions que vont prendre les États-Unis. Il faut savoir que les BRICS, depuis que les États-Unis ou que le système SWIFT, donc les États-Unis via le système SWIFT, a complètement gelé les avoirs russes, gelé les avoirs libyens, gelé les avoirs d'autres pays qui ne plaisaient pas au président américain, eh bien, les BRICS ont dit, si c'est comme ça, on va créer notre propre système de paiement international, donc concurrent à SWIFT, qui s'appelle BRICS-P, voilà, et qui est aujourd'hui complètement opérationnel. Et ce système est un système bien plus moderne que SWIFT, puisqu'il travaille fondamentalement sur une technologie blockchain. Et de cette façon-là, eh bien, les systèmes de BRICS-P permettent une compensation de la balance commerciale de façon immédiate
avec un paiement entre pays, et ce paiement est exprimé en DTS, c'est-à-dire droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, ce qui est au fait une autre forme de monnaie que le dollar. C'est la forme ultime de monnaie, c'est des droits de tirage spéciaux, ça s'appelle comme ça. Et un droit de tirage spécial, c'est quoi? Ben, c'est une valeur qui est euh, euh, définie par un panier de monnaie où le dollar joue évidemment un rôle prépondérant, mais ça permet d'avoir une valeur un peu variante d'après la valeur des différentes monnaies, et ça permet d'être un peu plus, comment dirais-je, indépendant du dollar. Bien que, parce que c'est clair que dans les DTS, les dollars représentent à lui tout seul plus de 50% de la valeur du DTS, donc c'est clair qu'on est une fois de plus arnaqué par ces gens-là. Mais ces pays sont en train de se diriger vers un étalon commun qui ne sera plus du tout le DTS et dont l'or ferait partie dans une proportion qu'aujourd'hui on ne connaît pas parce qu'ils sont en train d'étudier la chose, donc il n'y a personne qui peut vous dire combien, mais s'il est certain, puisqu'ils l'ont dit lors de leur dernier sommet, c'était où le dernier sommet de nouveau? Je ne sais plus. En Russie, et bien que l'or ferait évidemment partie de cet étalon commun permettant un paiement international. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que comme c'est basé sur une technologie blockchain, eh bien, ça permet de faire des compensations entre pays en littéralement 7 secondes. Aujourd'hui, avec le système SWIFT, il faut des mois, mais ici, c'est en 7 secondes. Et donc, BRICS-P est devenu un système de paiement accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que vous avez une carte qui est liée au système BRICS-P, comme vous avez aujourd'hui une carte liée au système Visa ou au système Mastercard. Là, c'est BRICS-P, c'est à peu près la même chose. Et donc, avec cette carte, vous allez payer en monnaie locale n'importe où vous vous trouvez. Je vous signale que BRICS-P est déjà accessible à 155 pays, pas rien. Bon, donc ça veut dire que vous allez au Venezuela, vous allez en Éthiopie, vous allez en Russie, vous allez en Chine, vous allez dans tous les pays qui sont aujourd'hui membres ou candidats membres au BRICS et qui ont déjà accepté le système, eh bien, vous allez pouvoir payer avec votre carte BRICS-P. Immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec le système blockchain, votre paiement à l'étranger va instantanément être enregistré comme une exportation de votre argent de votre pays où vous habitez, de votre pays, comme une exportation d'argent. Donc, et cette exportation d'argent va avoir une influence sur la balance commerciale de ces différents pays, et in fine, ces balances commerciales sont mises à jour pratiquement instantanément en 7 secondes grâce à ce système lié au DTS. Ce système est totalement compatible avec un système de paiement national. Donc, vous pouvez en même temps travailler à peu près dans n'importe quelle banque nationale dans les différents pays qui sont déjà affiliés à BRICS-P. Vous payez donc en monnaie locale avec simplement un QR code, et ça permet évidemment d'avoir pour chaque pays d'avoir un système complètement décentralisé et de récupérer sa souveraineté financière nationale, autrement dit, ne plus dépendre du système SWIFT qui lui-même est contrôlé par les Américains. Et c'est transparent parce que c'est sur blockchain. En plus, c'est un système qui est nettement moins cher que SWIFT et qui, pour les pays les plus pauvres, est aujourd'hui pratiquement gratuit. Donc, ça n'a que des avantages, ce système de BRICS-P, mais ce qui est important, c'est qu'on sait qu'ils sont en train de se diriger vers un système de compensation basé sur l'or. Et ça a déjà une influence sur la décision de Scott Bessent. Est-ce que je vais réévaluer le dollar, je vais réévaluer la valeur de l'or que nous avons en stock aux États-Unis ou non, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre façon de faire vis-à-vis du système BRICS-P. Autre chose qui est aussi un autre élément qu'il faut rajouter dans toute cette équation, c'est que la Russie vient de créer une nouvelle bourse de l'or à Saint-Pétersbourg, et que cette bourse ne va définir le prix de l'or que sur l'or physique.
il faut comprendre que aujourd'hui, le pays qui définit le prix de l'or virtuellement pour le monde entier, c'est le LBMA, le London Bullion Market Association, pardon, lequel London Bullion Market Association prend en compte deux types d'or, c'est-à-dire l'or physique et l'or papier. Je rappelle que l'or papier est une gigantesque fraude. Au départ, ce ne l'est pas, mais aujourd'hui, c'est une gigantesque fraude puisqu'il y a à peu près 3900 fois plus d'or papier qu'il n'en existe en réalité dans le monde. Donc, ça veut dire que si vous détenez un certificat d'or papier qui dit oui, oui, vous avez ici pour 1000 euros d'or, eh bien, sachez que si jamais vous êtes les derniers dans la chaîne à être remboursés, à toucher réellement l'or que vous pouvez demander en contrepartie de ce papier, ben vous risquez trop bien de n'avoir peut-être que 0,02 grammes, pardon, 0,02 euros de valeur d'or contre vos 1000 euros d'or papier. Donc l'or papier, c'est une... Moi, j'ai jamais voulu toucher à ça. Il y a des gens qui spéculent beaucoup sur leur papier et ils ont raison s'ils sont spéculateurs, mais moi je suis pas spéculateur, donc je préfère détenir de l'or physique, ça c'est sûr, c'est certain, c'est quelque chose qui est solide, c'est du tangible, l'or papier c'est pas du tangible. Bon. Et donc la bourse de Saint-Pétersbourg ne va avoir pour rôle que de coter l'or physique. Et donc ça va évidemment en partenariat avec le Shanghai Gold Exchange, qui est la bourse de l'or chinoise, qui ouvre ses portes aussi à l'international, eh bien, évidemment, ça va avoir un effet énorme sur la valorisation du prix de l'or physique, parce que on risque très très fort de voir très rapidement que le prix de l'or papier, curieusement, eh bien, 1 gramme d'or papier vaudra moins que 1 gramme d'or physique. C'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup trop d'or papier qui tourne dans la terre et c'est de l'arnaque, je vous dis. C'est vraiment de l'arnaque. Donc c'est une cotation bien plus juste de l'or physique. Et évidemment, comme il y a énormément d'or papier vendu et que les gens se rendent compte que cet or papier risque fort de leur péter dans la gueule, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens ils vont se ruer sur l'or physique. Et qu'est-ce que ça va faire pour le prix de l'or? Eh bien, évidemment, l'or va monter. Ça aussi, c'est un élément dont M. Scott Bessent va devoir tenir compte pour définir à combien est-ce qu'on va réévaluer l'or des États-Unis. Alors, évidemment, la tentation pourrait être énorme de dire, ben, au lieu de réévaluer l'or à 3400 $, qui est le prix de l'or fixé par la LBMA aujourd'hui, si on réévaluait tout de suite à 10 000 $ l'once. Parce que si on enlève l'or papier, ben, c'est clair que tous les gens qui ont aujourd'hui de l'or papier et qui devraient avoir de l'or physique, ben, si on ajoute tout ça, ben, l'or devrait normalement être déjà coté aujourd'hui à près de 30 000 $ l'once. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, être réévalué à 10 000 $ l'once, ça pourrait très bien être quelque chose qui pourrait être décidé par M. Scott Bessent. Alors, imaginons ceci, 261 millions d'onces fois 10 000 $, ça fait 2610 milliards de dollars qui tombent dans l'escarcelle du budget américain. Mais évidemment, ça crée une augmentation de la masse monétaire de pratiquement 10%, puisque la masse monétaire des États-Unis aujourd'hui est évaluée à 22 000 milliards. Ici, on aurait 2610 milliards, donc ça fait un peu plus que 10% d'augmentation de la masse monétaire. C'est pratiquement 13% d'augmentation de la masse monétaire. Si on a une 13% d'augmentation de la masse monétaire sans augmentation du chiffre d'affaires des États-Unis, c'est-à-dire du PIB, du produit intérieur brut, eh bien, ça dévaloriserait effectivement le dollar de 10 à 13% et renforcerait automatiquement les autres devises. Ça serait très très bénéfique pour tous les pays du BRICS qui ont de l'or, puisque je vous rappelle que la Chine, le Portugal, pas le Portugal, la Pologne, la Turquie, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Inde, tous ces pays qui ne font que depuis des années et des années renforcer leurs avoirs en or, eh bien, vont tout à coup se retrouver avec des sommes hallucinantes d'or et permettraient aussi
pour les uns, rembourser leurs dettes, pour les autres, diminuer les intérêts à payer, que sais-je encore. Mais donc, ce serait pas si mauvais pour les BRICS d'avoir une réévaluation de l'or des États-Unis, parce que c'est clair que les États-Unis, c'est aujourd'hui la plus grosse masse d'or détenue par un seul pays, sauf peut-être que la Chine et la Russie, qui trichent régulièrement sur leur stock d'or, on pourrait peut-être montrer qu'ils ont à peu près la même chose. Enfin bon, voilà. Et ça permettrait aux États-Unis, même avec une dévaluation efficace, effective de 10 à 13%, de garder le statut de monnaie de réserve mondiale. Voilà. Et ça serait aussi la possibilité d'être un premier pas vers le retour au standard or, ou un standard or, plus le standard argent, plus le standard platine, plus que sais-je encore, qui pourrait revenir à une orthodoxie financière qu'on n'en a plus connue depuis 1971 à cause de l'énorme cupidité des banquiers liés à l'état profond. Mais évidemment, ce serait une absolue catastrophe pour les pays qui n'ont plus d'or. Et je cite mon pays à moi, la Belgique, qui a fait la connerie du siècle de vendre tout son or il y a quelques années et qui n'a plus d'or aujourd'hui. Ça, c'est évidemment la bêtise totale, la connerie la plus stupide que j'ai jamais entendue. Quand j'ai entendu que la Belgique avait vendu tout son or, eh ben, très honnêtement, je me dis, on avait pourtant des bons banquiers, ben là, aujourd'hui, je n'ai plus aucun respect, et plus particulièrement pour la Banque nationale belge. Enfin voilà, c'est comme ça, malheureusement. Donc ça veut dire que les pays comme la Belgique vont devoir se contenter de dollars dévalués au lieu d'avoir de l'or qui permettrait de renforcer leur crédibilité et leurs exportations. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a même des banquiers, il y en a plein, 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 donc je n'en cite qu'un. Ici, il s'agit de monsieur Clive Thompson, qui est un ex-banquier international et qui a très fort travaillé au sein d'organisations internationales bancaires, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., etc., ou même la Banque internationale de règlements internationaux, donc la BRI à Bâle. Eh bien, ce monsieur dit, il a fait le calcul et il s'est dit que la meilleure réévaluation, la meilleure réévaluation de l'or américain qui permettrait aux États-Unis de garder le statut de monnaie de réserve internationale tout en restant crédible, tout, etc., etc., ce serait 15 000 dollars l'once. 15 000 dollars l'once. Vous pouvez retrouver, vous tapez de Daniel Cambone Show et vous recherchez ici sur YouTube, réévaluation de l'or à 15 000 dollars. Voici le plan secret pour une réinitialisation aux États-Unis. Ce monsieur est manifestement un Suisse ou un germanophone, mais qui parle un anglais absolument impeccable. Et il explique par le menu détail pourquoi 15 000 dollars serait pour lui la réévaluation vraiment impeccable pour les États-Unis. Alors, vous vous rendez bien compte que si ça vient à 15 000 dollars, ben nous, tous ceux qui possèdent de l'or, c'est évidemment intéressant. Ça pourrait être, voilà. Alors, donc, la question qui se pose, c'est s'il y a réévaluation, c'est évidemment à quelle hauteur, hein, combien, est-ce que ce serait 3 400, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 13 000, 15 000, plus, moins, je ne sais pas. D'accord? Mais c'est clair que s'il y a réévaluation, le minimum qui sera réévalué, parce que ça, c'est automatique pratiquement, c'est de réévaluer au minimum au prix de l'or d'aujourd'hui, soit à peu près 3 400 dollars l'once. Sans doute que Scott Bessent va se dire, bon, ben, on a des échéances très difficiles à passer parce que la relance de l'économie américaine initiée par le président Trump, c'est quelque chose qui va prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour être, et encore, c'est en vitesse accélérée. Donc, 2-3 ans de relance, c'est pas énorme. Donc, il faut trouver un système pour permettre aux États-Unis de payer les intérêts de sa dette sans trop souffrir.
eh bien, ça pourrait être évidemment intéressant d'avoir de quoi payer l'intérêt de la dette US en 2025, voire aussi en 2026. Si c'est le cas, on se dirigerait plutôt vers une réévaluation de l'ordre de 4 à 5 000, voire 6 000 dollars l'once. Mais c'est évidemment très, très difficile à estimer. Et c'est pour ça que je vous ai donné tous ces arguments, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte pour pouvoir définir la juste réévaluation. Pourquoi? Parce que chaque dollar reçu de la Fed contre un certificat d'or, évidemment, va augmenter l'inflation et faire baisser le coût du dollar. Donc c'est certain que réévaluer l'or, c'est automatiquement créer de l'inflation. Et donc si la Fed continue à exister, il est clair que la Fed va dire, bon, ben, si il y a plein d'inflation, eh bien, il n'y a qu'une seule arme, c'est augmenter les taux d'intérêt, ce qui n'est pas du tout l'intérêt de Trump, bien évidemment. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Il va évidemment devoir prendre une décision très lourde de conséquences au niveau de est-ce que le dollar restera ou non une monnaie de réserve dans le cas où on crée une hyperinflation aux États-Unis et que, enfin une superinflation, pas encore une hyperinflation, mais qu'est-ce que ça va avoir comme effet au niveau du statut de monnaie de réserve mondiale pour le dollar? Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va faire ça? Trump va-t-il faire littéralement sauter la Fed? Et je repense maintenant à l'envahissement de Washington, D.C. par la garde nationale. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, sous le couvert de il faut protéger la population de ces horribles personnes violentes, est-ce que ce ne serait pas véritablement aujourd'hui, on rentre dans une phase où ils vont récupérer la nationalité américaine de Washington, D.C. et faire sauter la Fed, c'est peut-être possible. Et de cette façon-là, évidemment, il est tout à fait possible même que les États-Unis disent à la Fed, eh ben, allez vous faire foutre, on rembourse pas la dette parce que on vous met en faillite, on vous fait disparaître de la terre et on va s'arranger avec tous nos créanciers qui sont la Chine, le Japon, etc., qui possèdent des dollars. On apprend aussi qu'ils sont en train d'étudier la création d'un nouveau dollar, voire un nouveau crypto-dollar, mais en tout cas adossé à l'or. Donc, tous ces phénomènes ensemble, mis bout à bout, et tout ça dans un laps de temps très, très, très serré, ben, ça fait réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup penser, ça fait beaucoup spéculer, bien évidemment, et je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est de la spéculation, parce que c'est pas encore fait, donc je ne vous garantis pas que Scott Bessent va décider, on va réévaluer l'or des États-Unis, mais enfin, tout est en train de pointer vers cet événement probable, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Alors, il est évident que si on réévalue l'or des États-Unis à, par exemple, 10 000 ou 15 000 dollars l'once, il est évident qu'à ce moment-là, les États-Unis doivent promettre, à ce moment-là, de racheter l'or des gens à 10 000 dollars l'once. Donc, pour ceux qui ont de l'or, si vous avez de l'or aujourd'hui, imaginez un peu la conséquence sur la valeur de votre or aujourd'hui. C'est absolument prodigieux. Et, et je dis, moi, ma main au feu, que c'est ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réévaluer les réserves d'or des États-Unis et que ça va avoir un effet colossal et violent. Et c'est ça qu'on appelle la réévaluation de l'or version violente. Ça va être violent en un jour ou 2 jours. Eh bien, l'or pourrait passer de aujourd'hui 2 980 euros à 5 000, 6 000 euros d'un seul coup. Euh, du jour au lendemain. Ça pourrait très bien se passer. Je l'espère de tous mes voeux, bien évidemment, mais je ne peux absolument pas vous le garantir. En tout cas, moi, je vois pour tous ceux qui ont de l'or aujourd'hui, je vois comme l'or qui part en fusée et qui va allez, se dédoubler, se tripler, se quadrupler, se quintupler de valeur, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être absolument énorme et ça mettrait tout le monde qui a de l'or
à l'abri du besoin, parce que derrière cela, si on réfléchit plus loin que simplement la réévaluation de l'or des États-Unis, eh bien, c'est clair que ça va mettre aussi la France, aussi l'Allemagne, dans des situations bien plus intéressantes, parce que ce sont deux pays qui ont beaucoup, beaucoup d'or, et ça leur permettrait quand même de faire quelque chose par rapport à leurs dettes. Mais je crois très fort que ceci va se passer probablement pas tout de suite, mais que Trump, d'une façon ou d'une autre, va s'arranger pour que les vilains petits canards qui sont venus à Washington cette semaine pour essayer de faire partie de la conférence tripartite entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, d'en faire une quadripartite, comme avait dit, comme il s'appelle, Cormac, là, ou je sais plus comment, Norcam, voilà. Eh bien, il y a de fortes chances que le timing n'est pas encore le bon aujourd'hui, mais si la guerre de l'Ukraine s'arrête, eh bien, ce timing pourrait être très, très, très rapproché. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des négociations, que la Russie et Zelensky seraient prêts à se rencontrer, même à Moscou, en présence de Donald Trump. Exit les Européens dont on n'a pas besoin, ces connards. Et donc, pardon. Si le conflit ukrainien s'arrête et que, en plus, toutes les révélations américaines vont commencer à faire vraiment, vraiment du bruit, ça ne m'étonnerait pas du tout que d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, eh bien, on assiste à une réévaluation des réserves d'or des États-Unis pour sauver le dollar et sauver le reste du monde. En tout cas, je l'appelle de tous mes voeux. Voici mon hypothèse à moi. Je n'ai pas dit que j'avais raison, je n'ai pas dit que c'était ce qui allait se passer. Hein, ne me croyez pas en disant c'est ce qui va se passer, mais il y a énormément de choses qui pointent vers ce type de solution et je voulais vous en parler ce soir. Je vous remercie énormément de votre attention et je vous dis à dans 15 jours. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, allez bien sur, je vais faire tout de suite échapper ici, allez bien sur votre Alliance Évasion et cliquez sur les dates du film. Je vous le recommande vivement, c'est extraordinaire, c'est vraiment poignant. Ça n'a rien de, comment dirais-je, pardon? De voyeurisme, c'est ça, merci. Il y a aucun voyeurisme, mais c'est un phénomène que je ne connaissais pas, bien qu'étant catholique pratiquant. Eh bien, je peux vous assurer que ça fait vraiment du bien de savoir que aussi Dieu est de notre côté, les prêtres peuvent nous aider, et que même il y a une chose qui est très très intéressante dans ce film, c'est la fin, parce que eh bien, comment peut-on savoir que dans les asiles psychiatriques, il n'y ait pas des gens qui soient vraiment atteints d'entités maléfiques qui leur font du mal et qu'on pourrait les guérir et les sauver? Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement intéressant à connaître et à découvrir. Donc, je vous laisse en compagnie de ce film, en compagnie de Jean-François et de Monia, les réalisateurs, qui sont de très grands amis à nous. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée et une très très bonne quinzaine. Merci, au revoir.